d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près, une émission qui vous est proposée par Artemus. Vous pouvez retrouver toutes nos conférences et podcasts sur le site artemus.info et sur les réseaux habituels. Et comme toujours, n'oubliez pas de commenter, partager, liker. À la présentation, Nicolas, accompagné aujourd'hui par Hugues. Bonjour. Et par Lamine. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir un invité que nous avons déjà reçu il y a quelques semaines, à savoir Laurent Guyeno. Bonjour. Bonjour. Alors Laurent, suite à vos derniers passages, nous avons reçu plusieurs courriers, parce que c'est vrai que nous avons abordé des sujets un peu sensibles pour certaines personnes. Donc nous rappelons aux gens qui nous écoutent, et comme on l'a écrit sur le site justement artemus.info, que les propos tenus ici par nos invités n'engagent qu'eux, et même si nous ne partageons pas ces propos, nous pensons que tout le monde a le droit à la parole dans la mesure de la courtoisie et de l'argumentation bien sentie. Voilà. Donc on le tenait à le préciser parce qu'il y a des gens qui ont un peu mal pris certains propos la dernière fois, où nous avions parlé de l'affaire Brigitte, de ressentisme, de Yahvé, de satanisme, de beaucoup de choses. D'ailleurs. Voilà. Donc, et de catholique, attention. Et de catholique, exactement. Ouais. On a même parlé d'islam aussi. Enfin, c'était très... On s'est un peu laissé entraîner dans les sujets. On a trop parlé. Oui, mais c'est un peu l'intérêt de la conversation, Oui, justement. tout à fait. Bref. Donc, on rappelle, Laurent Guyeno, que vous êtes polyvalent, que vous avez une formation d'ingénieur et que vous avez également un doctorat en sciences médiévales et que vous êtes donc intéressé à beaucoup de sujets. Et on va faire aujourd'hui une espèce de rétrospective des gros sujets que tout le monde connaît. Si on se réfère à votre livre qui s'intitule JFK, 11 septembre, 50 ans de manipulation. Pardon, JFK. Hugues est là pour me reprendre, Hugues qui est parfaitement anglophone. Sure. Comme notre invité d'ailleurs. D'ailleurs, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est d'où cet intérêt pour l'histoire américaine? Pourquoi vous êtes rentré dans ces sujets-là, si on part d'un des premiers gros sujets, à savoir l'assassinat de JFK, à savoir, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous attire dans l'histoire contemporaine américaine? Bon, alors, en fait, j'ai commencé par le 11 septembre. D'une manière assez classique, je pense que pas la peine que je m'étende trop, parce que je pense que beaucoup de gens sont rentrés un peu dans la prise de conscience des complots d'État par le 11 septembre. Moi, ça a commencé par le 11 septembre et j'étais pas spécialement précoce parce que j'ai découvert le mensonge gigantesque en 2010. Je sortais la tête du Moyen-Âge, je finissais mon 2010-2011. Donc, il m'a fallu quand même 10 ans. Et c'est après seulement que je suis rentré, je suis allé chercher un peu, j'ai voulu donc comprendre comment on en était arrivé là. Et donc j'ai commencé à étudier l'histoire américaine. Je n'avais pas spécialement une grande culture en histoire contemporaine. Mais donc j'ai creusé l'histoire des États-Unis, l'histoire profonde, et puis forcément on bute sur Kennedy. Et puis comme j'avais passé du temps, quelques années aux États-Unis, en fait j'adorais les États-Unis. Donc ça m'a fait un gros choc parce que j'étais à l'époque un peu vraiment politiquement très inculte et très américanophile, tu vois, pour un Français de manière un peu un peu excessive. Donc ça m'a fait un énorme choc de me rendre compte que je vivais dans une illusion, que j'avais une vision de l'Amérique complètement illusoire. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que je devienne moins con, quoi. Donc au départ, puis comme j'étais un peu bilingue à l'époque, l'information paraissait en anglais, il y avait peu de choses en français. Donc ma première motivation, ça a été de produire un livre accessible aux Français qui fasse le point sur les arguments et les pistes de recherche sur le 11 septembre. Et puis du coup sur Kennedy. Et puis du coup, je suis remonté dans mon premier livre, JFK en septembre, je suis remonté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quoi, parce que c'est vraiment le début, on va dire, de l'État profond, de la CIA, de cette espèce d'entité. Quelle est votre définition à vous de ce qu'on appelle l'État profond? Parce que c'est devenu un peu un terme passe-partout.
Justement, oui, moi je l'ai employé ce terme maintenant de temps en temps. Je dis, ouais, c'est un terme qui veut rien dire, comme beaucoup d'autres termes, comme nouvel ordre mondial. Tu vois. Il y a des termes comme ça qui sont comme des déclencheurs hypnotiques. Tu vois. Tout de suite, on a l'impression d'avoir compris, mais en fait, on n'a rien dit. Et effectivement, l'état profond, ça veut rien dire. Ça veut simplement dire qu'on a le sentiment que c'est pas l'état démocratique qui gouverne. Donc, c'est d'autres gens qu'on ne connaît pas. Mais dans le cas des États-Unis, en fait, ça a quand même du sens parce que dans les cas des États-Unis, même des gens comme Brzezinski ont conceptualisé qu'il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement démocratique qui s'occupe surtout de la politique intérieure. Et puis, il y a le gouvernement impérial qui n'est pas élu. Tu vois, tous les gens qui décident de la politique extérieure et militaire, eux, ils sont dans un autre monde. Ils ne sont pas élus. Donc, si tu veux, ça peut avoir ce sens-là. Mais ça peut avoir d'autres sens aussi. Et de toute manière, le terme état profond est trompeur parce qu'on ne parle pas d'un état, on ne parle pas d'une structure, tu vois, vraiment hiérarchisée de manière très claire. On parle d'un monde où il y a plusieurs états profonds qui s'affrontent, il y a plusieurs réseaux, tu vois. Donc oui, c'est un terme dont il faut se méfier, quoi. Comme nouvel ordre mondial, je trouve que c'est pareil, on en abuse. On a l'impression de dire quelque chose alors qu'on ne dit rien, quoi. Et si on repart justement de l'assassinat de Kennedy, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Qui a maudit les Kennedy ?» Et est-ce qu'on peut dire vraiment, quand on prend l'historique de cette famille, qu'il y a une malédiction sur eux? Comment interpréter tout ce qui leur est arrivé? J'ai un peu joué sur ce terme de malédiction de manière ironique, parce qu'évidemment, il n'y a pas de malédiction. Il y a une malédiction parce qu'il y a un complot contre les Kennedy. Donc il y a une série de complots. Il y a des assassinats en série, mais c'est pas tombé du ciel, quoi. C'est pas une malédiction de Dieu ou de Satan ou autre. Mais j'utilise ce terme-là parce que effectivement la malédiction des Kennedy, c'est justement une manière de cacher derrière un nuage de fumée un peu ésotérique des réalités bien réelles. Et donc et puis qui, parce que c'était une manière de ne pas dire qui, justement, mais d'indiquer quand même la piste que je suis, qui est la piste d'Israël, en fait. La piste d'Israël. On va encore recevoir du courrier. Non, Israël, c'est bon. Israël, le Mossad, tout ça. D'ailleurs, il y a des éléments, je vois passer quelques petites déclassifications là, qui oui, c'est vrai que récemment, l'administration Trump a déclassifié officiellement toutes les archives de l'assassinat de Kennedy. Toutes apparemment. C'est ce qui a été annoncé. Je ne m'attendais pas du tout à voir quelque chose. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Mais j'ai vu, par exemple, il y a un document qu'on connaissait déjà, mais dans ce qu'on connaissait, il y a un mot qui était caviardé 3 ou 4 fois sur la même page, et c'était un mot de nationalité. Et là, il est décaviardé, et évidemment, c'est Israël. Et c'est au sujet de James Jesus Angleton. On peut en parler, on peut dire un mot si vous voulez. Avant peut-être de parler de ce monsieur, peut-être expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire pourquoi Israël en voudrait au Kennedy et qu'est-ce qui a causé cette malédiction, très rapidement. Oui, alors il faut résumer. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement à qui profite le crime. Eh bien, il y a des choses qu'on ne savait pas jusqu'aux années 90 et qui sont devenues de plus en plus claires, qui touchent à la relation entre Kennedy et Ben Gourion, et donc entre les États-Unis et Israël, relatif alors surtout à la bombe atomique. Maintenant, c'est très connu, on va dire ça. C'est une information qui est sortie dans les années 90, grâce d'ailleurs au départ à Seymour Hersh, et puis d'autres livres. Un journaliste d'investigation, un des meilleurs du monde. Oui, un des meilleurs, oui, comme on ne sait jamais d'où il sort les informations, mais il a fait sortir des dossiers importants. Puis après d'autres enquêteurs ont affiné le Dans son dernier coup d'éclat, c'est sur l'explosion de Nord Stream. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Bon, et donc, en gros, si la question c'est pourquoi Israël aurait fait assassiner Kennedy, il y a 4 grosses raisons. La première grosse raison, c'est Kennedy, sa priorité absolue au niveau de la politique, on va dire mondiale, c'était l'abolition des armes nucléaires. Oui, ça, il a fait beaucoup de discours là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sur ce sujet-là, on peut lire le livre de James Douglas, JFK and the Unspeakable. En français, il est traduit JFK et l'indicible. Enfin bref, donc Kennedy avait une volonté absolue et non négociable d'abolir l'arme nucléaire.
À l'époque, c'était jouable, c'était faisable. Il y avait 4 pays ou 5. Et d'un autre côté, Ben Gourion était absolument déterminé à doter son pays de l'arme nucléaire. De son point de vue, c'était aussi non négociable et c'était une question de survie pour Israël. Donc voilà, il fallait qu'il y en ait un des deux qui disparaisse, quoi, quelque part. C'est la raison principale, probablement. Deuxième raison, mais probablement accessoire, les Kennedy, donc le frère de John Kennedy, qui était ministre de la Justice, Robert Kennedy, voulait faire enregistrer l'EPAC, qui s'appelait à l'époque l'American Zionist Council, le faire enregistrer comme agent étranger, donc couper les moyens de corruption, d'influence du lobby israélien, on va dire. Kennedy était très pro-Nasser, très pro-mouvement arabe nationaliste et voire même pan-arabiste. Il soutenait économiquement, de tas de manières, le monde arabe, donc l'ennemi principal de Ben Gourion. Bon, et puis il y avait d'autres raisons mineures, mais en fait, il faut aussi bien comprendre que la raison d'éliminer Kennedy, le but n'était pas uniquement d'éliminer Kennedy, le but était de mettre Lyndon Johnson à la Maison-Blanche. Il faut aussi voir toujours les choses dans ce sens-là. Le vice-président de oui, l'époque. Parce que, il faut aussi voir qui était. Il faut comparer la politique de Kennedy et la politique de Johnson. Kennedy était très hostile à Israël, d'une manière que les Américains ne voyaient pas trop, parce que ça se passait un peu, c'était de la diplomatie un peu secrète. Et inversement, Johnson a tout donné à Israël. Il a fermé les yeux sur Dimona, il leur a donné la bombe atomique. Il a fermé les yeux sur le vol de matériaux, parce que pour construire la bombe atomique, il y a eu aussi une grosse opération d'espionnage et de vol de matériaux américains. Il a coupé l'aide à l'Égypte et il a boosté, il a multiplié l'aide à l'Amérique. À Israël, pardon. Il leur a donné des armes. Enfin, disons que c'est depuis ces deux Johnson que date cette relation très très forte entre les États-Unis et Israël. Elle n'existait pas encore du temps de Kennedy. Et ça, les Américains ne l'ont pas vu dans les années 60. Ils ont eu l'illusion que Johnson continuait la politique de Kennedy. Ça faisait partie de ce qu'il fallait que les gens pensent. Mais aujourd'hui, il est très clair que sur le Moyen-Orient, en tout cas, et puis plus largement sur la politique mondiale, il y a eu un renversement complet entre Johnson et Kennedy. Donc il ne faut jamais oublier que voilà, le but, ce n'est pas uniquement d'éliminer Kennedy. Il fallait éliminer Kennedy parce qu'on avait mis son remplaçant, on lui avait imposé Johnson. Alors ici, il faudrait aussi dire comment on a imposé Lyndon Johnson comme vice-président de Kennedy, mais ça c'est une autre histoire. De là à penser que Johnson était partie prenante dans l'assassinat de Kennedy. Ah, il l'était, c'est certain, oui. On a la preuve de ça. Il est impossible qu'il n'ait pas été... il est déjà inconcevable que ceux qui ont fait assassiner Kennedy n'aient pas eu la certitude que Lyndon Johnson les couvrirait. Parce que c'est Lyndon Johnson qui a bloqué toutes les... On le sait, même au téléphone, c'est lui qui a imposé le mensonge d'État à la commission Warren, c'est lui qui a... On a suffisamment d'éléments probants pour savoir, au moins, à partir du moment où Kennedy est mort, c'est Lyndon Johnson qui a pris les choses en main et qui a imposé la thèse du tueur solitaire. Justement, vous dites ceux qui ont assassiné Kennedy, mais officiellement, c'est Lee Harvey Oswald qui a assassiné Kennedy. Oui. Et juste sur Johnson, ça s'est passé au Texas. Johnson, c'est aussi important de savoir que toutes les connexions de Johnson avec le Texas, etc. Donc, c'est pareil, sur Kennedy, il n'y a aucune preuve absolue de rien pour l'instant. Il faut bien l'admettre. Mais il y a un tel faisceau d'indices que je résume dans mon bouquin. Il faut aussi relier ça à l'assassinat du frère. Il y a James Gilles Sangleton, là, il y a les connexions. On peut en dire un mot peut-être Oui. Juste un mot, parce que c'est vrai que là, en ce moment, il y a des pièces qui le concernent. Parce que James Gilles Sangleton, si vous voulez, quand on cherche les coupables de l'assassinat de Kennedy à la CIA, comme c'est en général la piste, on va dire, dominante, jusqu'à assez récemment. Maintenant, c'est en train de devenir la piste d'Israël dominante aux États-unis. Sur X, c'est assez clair. Vous avez raison. D'ailleurs, Candace Owens, on parle beaucoup. Oui, maintenant, c'est devenu grand. C'est en train de devenir la thèse dominante.
Et ça a basculé et je suis assez content d'avoir un peu contribué à ça, quoi, parce que le film qu'on a fait avec RTV a vraiment beaucoup circulé. Mon bouquin en anglais se vend bien. Et donc, voilà. Alors, un des éléments, c'est James Giles Angleton, parce que les gens qui cherchaient les coupables à la CIA, en général, butaient toujours sur le bureau de James Giles Angleton. James Giles Angleton a été le chef du contre-espionnage à la CIA, donc c'est-à-dire débusquer les espions étrangers sur le sol américain. D'accord ? Mais en fait, il faisait beaucoup plus que ça, et il était aussi à la tête de ce qu'on appelait le bureau Israël. Donc, il était la liaison exclusive entre la CIA et le Mossad. Rien ne circulait, c'est lui qui contrôlait totalement. Et donc, dans les documents qui ont été déclassifiés, il n'y a évidemment pas d'accusation directe, mais on voit qu'il y a eu une volonté de cacher ce rôle de James Giles Angleton comme liaison avec le Mossad. Mais aujourd'hui, il y a un livre notamment qui est paru qui s'appelle The Ghost de Jefferson Morley, un très bon enquêteur sur Kennedy, qui a montré qu'en fait, Angleton était plus loyal au Mossad qu'à la CIA, quoi. Tu vois, c'était une sorte de CIA à l'intérieur de la CIA, le James Giles Angleton. C'est un personnage de roman, quoi, mais il était maître chez lui et il allait souvent en Israël. Il y a même des monuments en son honneur à Israël. Donc ça, c'est une piste qui est devenue assez forte parce que ça veut dire que quand on cherche la piste de la CIA, en fait, on arrive sur le Mossad. Tu vois ? C'est-à-dire que voilà, c'est un des éléments, donc un chapitre de mon livre. Donc voilà, après les arguments, le dossier, les différents éléments, on ne va pas tout lister, mais on a aussi beaucoup parlé il a été dit que la mafia était impliquée dans l'assassinat de Kennedy. Il y avait aussi un partie prenante dans cette affaire-là pour différentes raisons. Et il y avait aussi une autre thèse que j'ai entendue, c'était le fait qu'il voulait s'attaquer aussi à la Federal Reserve. Non, mais il y a plein de thèses. Voilà. Si on fait la liste des thèses, alors là... La question que je vous pose, c'est, vu que vous avez étudié le sujet, est-ce que ces thèses sont sérieuses ou pas ? Non. Ça ajoute peut-être... Non, c'était... Si vous voulez, il y a plein de gens qui n'aimaient pas Kennedy. D'accord ? Okay. Donc, si on fait la liste de tous les gens qui n'aimaient pas Kennedy, on a une liste de suspects très, très longue. La mafia n'aimait pas Kennedy, la Fed peut-être n'aimait pas Kennedy. Alors, la Fed, c'est particulièrement creux comme dossier, à mon avis. Mais la mafia, évidemment, déjà, il faut engager des tueurs. Bon, tu vas les chercher dans une mafia ou une autre. Hein. Donc, la question, c'est pas... Si la question, c'est qui a tiré sur la gâchette, effectivement, il y a probablement la mafia quelque part. Une mafia, parce que des mafias, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le mafieux qui a tué Lee Harvey Oswald. D'ailleurs, ça va vous aider, puisqu'en fait, le type, c'est Jack Ruby, de son vrai nom, Jacob Rubinstein. Donc là, ça va dans. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais c'est officiel. Ce que je dis là est factuel, j'invente rien. Mais c'est vrai que Jack Ruby, ça fait plus gangster américain, italien que Jacob Rubinstein. Ça fait plus cowboy. Ouais, voilà, donc ça va. On va refaire un retour du côté d'Israël de nouveau. Ouais. Ben oui, voilà, c'est aussi un chapitre important parce que dans Kennedy, c'est simple. On ne sait pas qui a tué Kennedy. Une fois qu'on a éliminé Lee Harvey Oswald, on ne sait pas qui a tiré les balles mortelles sur Kennedy. D'accord ? Par contre, on sait qui a tué le pigeon. Donc l'enquête, normalement, devrait se focaliser déjà sur Jack Ruby. Et curieusement, il n'y a pas eu beaucoup de livres sur Jack Ruby. En général, il reste un peu dans l'ombre. Si on prend les grands livres, la CIA a tué Kennedy, la thèse majeure, en général, Jack Ruby, il ne fait pas l'objet d'un chapitre. Et on se contente de dire effectivement que c'est un mafieux de la mafia de Chicago. Voilà, donc Chicago, mafia, on est dans Al Capone, tu vois, on n'a pas besoin d'en dire plus. Mais en réalité, il faisait partie de ce qu'on peut appeler la mafia, la Kosher Nostra ou la mafia juive, c'est-à-dire la mafia dirigée par Meyer Lansky. Et ceux qui connaissent bien le sujet de la mafia savent aujourd'hui que la mafia la plus puissante, ce n'était pas la mafia sicilienne. C'était Meyer Lansky. Et d'ailleurs, ça apparaît dans les livres dans les films de Le Parrain, là. De Coppola ? Oui, de Coppola. Oui. Ça apparaît, parce que Meyer Lansky, il apparaît sous la forme d'un personnage, et on voit que c'est lui le patron, et il n'est pas sicilien, il est juif. Meyer Lansky. Donc voilà. Donc, non seulement Jack Ruby est lié à cette mafia-là, cette mafia ethnique, mais en plus, cette mafia-là est liée à l'Irgun et a été très impliquée dans le trafic d'armes
au profit d'Israël dans les années 40-50. Et Jack Ruby a participé à ça. Donc Jack Ruby, c'est un homme du Mossad, en fait. C'est un homme, si tu veux, d'Israël. C'est un homme de l'underground, l'underworld, le monde du crime lié à l'Irgun, lié au monde du terrorisme israélien, quoi. Voilà, donc tu accumules le dossier James Lee de Sangleton, Jack Ruby, c'est quand même un dossier solide, tu vois. Et puis en même temps, tu te demandes comment ça se fait qu'on l'appelle, c'est tout récemment seulement les gens commencent à savoir qu'il ne s'appelle pas Jack Ruby, il s'appelle Jacob Rubinstein. Donc tu te demandes, bien, c'est pourquoi, quoi. Pourquoi l'avoir pour la même raison qu'on a gommé Israël dans les documents, tu vois, qui aujourd'hui sont déclassifiés. On va encore recevoir du courrier, je dis ça, moi. Oui. Ah bah ouais, non mais Israël... Après, Israël qui est lié à la mafia juive, c'est connu. Oui, c'est factuel aussi. Pour éviter leur peine, ils finissent toujours en Israël pour ne pas être jugés sur place. Bah oui. Mais Jordansky d'ailleurs, lui, alors, ça s'est pas bien passé, mais il voulait s'installer en Israël, mais il n'a pas pu. Mais d'un point de vue plus général sur cette famille Kennedy, comment vous expliquez cette fascination à travers le temps? Ça reste les Kennedy, de clans, de dynasties. Il y a quelque chose d'un peu qui dépasse un peu le cadre normal, entre guillemets. Ça vient de quoi, selon vous, tout ça? Une espèce de légende là autour. Ouais, c'est très étonnant. Moi, il y a, je sais pas, dans l'histoire, il y a des choses comme ça qui peut-être ont une sorte de signification, tu vois, qui est un peu méta-historique, tu vois. Ils ont une dimension mythique, ils ont une dimension. Alors, ils étaient beaux, puis ils sont arrivés au début de la télé, tu vois. Donc, il y a eu un effet du charisme Kennedy très très fort. Il était jeune. Son fils a eu son 3e anniversaire le jour des funérailles de son père. Et puis, il y a aussi un élément, et ça c'est un autre chapitre qui est important, c'est que la dynastie Kennedy, c'est le père qui l'a fondée, le père de John et Robert. Et lui, c'est un personnage à la limite presque plus intéressant, plus mystérieux. Parce que Joe Kennedy. Joe Kennedy, ouais, Joseph Patrick Kennedy. En gros, ça ajoute quand même une dimension assez fascinante à cette histoire, c'est que il faisait partie, on va dire, des apaisistes, des gens qui voulaient apaiser Hitler dans les années 40. Il était ambassadeur à Londres et il était en conflit avec Roosevelt, qu'il avait envoyé là-bas parce que Roosevelt voulait lui essayait, puis il savait très bien ce qu'il se tramait entre Roosevelt et les communications secrètes entre Roosevelt et Churchill. Et lui a tout fait pour essayer de soutenir l'effort pour éviter la guerre, l'effort de Neuville-Chamberlain. D'accord ? Donc, bref, il s'est retrouvé à la fin de la guerre, on va dire, du côté un peu des perdants. Parce que, tu vois, et c'est incroyable qu'il ait réussi non pas à survivre, lui, politiquement, il s'est mis en retrait, mais à propulser ses enfants sur la scène politique, alors qu'il était vraiment très, très marqué, si tu veux, comme Neuville-Chamberlain, c'était un grand ami de Neuville-Chamberlain. Il voulait peut-être faire le ménage ? Qui ça ? Le père, il voulait peut-être justement rétablir un peu je sais pas, d'intégrité, de probité la part des dirigeants politiques américains, vu ce qui avait été fait. Oui. Enfin, disons que on ne sait pas exactement ce que pensait. Parce que il a fait quand même des déclarations assez méchantes sur un peu dans le style. On pourrait le comparer à l'aviateur Lindbergh. Oui, Lindbergh. Il était un peu dans la même mouvance, peut-être moins. Il n'a pas vraiment adhéré au mouvement de Lindbergh, Charles Lindbergh, qui a accusé publiquement les Juifs de pousser à la guerre. Et du jour au lendemain, Lindbergh s'est fait descendre et il est devenu un pestiféré du jour au lendemain, pratiquement. Joe Kennedy était très diplomate, donc il ne s'est pas complètement grillé. Mais c'est intéressant parce que, si tu veux, c'est quand même lié un peu à Israël. Que en quelque sorte, Joe Kennedy, on lui prête cette phrase. Je pense qu'on n'en trouve pas la trace, mais que c'est les Juifs qui ont gagné la guerre. Tu vois, c'est une vision de l'histoire qu'il avait. Ils ont obtenu Israël après la guerre. Et on se doute que John Kennedy, qui était très très proche de son père,
On peut même dire que John Kennedy est devenu président pour faire plaisir à son père, en quelque Oui, ça part. ressemble, je pensais à ça ressemble à ces gens qui ont raté une carrière et qui sponsorisent leurs enfants pour qu'eux fassent la carrière qu'eux n'ont pas faite. Et normalement, ça aurait dû être le fils aîné, mais qui est mort à la guerre. Il a quand même perdu son fils aîné, Joe Kennedy Jr., à la guerre. Donc, le destin présidentiel s'est reporté sur John Kennedy, qui n'était pas du tout fait pour ça. Mais qui était, à mon avis, quand même une personnalité assez exceptionnelle du point de vue de son sens moral, en tant que président, pas uniquement en tant que personne. Et on a aussi entendu des liens entre justement le père Kennedy, Joe, et la mafia. Est-ce que c'est vérifié? Ouais, mais la mafia, si vous voulez, il faut savoir que la piste de la mafia, c'est une piste officielle, puisque c'est la piste qui a été... C'est ce qu'on a donné aux gens comme miettes en 1975, quand il y a eu une première commission après le Watergate. Il y a eu des commissions pour un peu nettoyer la CIA, là, et on a ouvert une commission sur les assassinats. Et au bout du compte, le dossier, on sait aujourd'hui, il a été bâclé. Mais pour faire plaisir au public, on a dit « Ah oui, effectivement, il n'y avait pas que Lee Harvey Oswald, il y avait peut-être un deuxième tueur, et il semblerait que la mafia est mêlée. » Voilà, hop, ça y est. Maintenant, posez plus de questions. Donc la mafia, si tu veux, c'est une fausse piste, puisque évidemment, que, comme je l'ai dit, il faut faire appel au crime organisé d'une manière ou d'une autre pour faire circuler l'argent, pour trouver des tueurs, enfin bon... Mais en réalité, la piste de la mafia, elle se limite à Jack Ruby. C'est la mafia de Jack Ruby. Donc, il y a beaucoup de... C'est pas toujours des fausses pistes complètes. Comme on disait, il faut toujours qu'il y ait un fond de vérité. Il y a forcément un fond de vérité dans la piste de la mafia. De même qu'il y a un fond de vérité dans la piste de la CIA. La CIA est impliquée, ne serait-ce que par... Pour le laisser faire, tout simplement. Ou des facilités. En tout cas, James Jesus Angleton, il est impliqué directement, et lui, il était de la CIA. Ouais. Est-ce que, juste une question comme ça, en passant, d'habitude, on voit les vice-présidents américains sont toujours, on va dire, beaucoup plus pâles que l'étoile du président. D'habitude, ils sont... Donc c'est vraiment des seconds couteaux. Est-ce que Johnson était un second couteau, ou alors est-ce qu'il avait l'étoffe d'un président ? Parce que ça peut être une indication aussi pour se dire, bon, lui, il était prêt à y aller, quoi. Il était là pour ça. Pour tuer Kennedy, tu veux dire ? Pas pour tuer Kennedy, mais en tout cas pour le remplacer. Oui. Alors, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il avait l'étoffe d'un président ? Moi, je pense que... Alors, il avait l'ambition, ses biographes le documentent depuis qu'il était tout petit, il voulait être président. Donc, il avait l'ambition d'être président. C'est pas le seul. Non, c'est pas le seul, mais enfin, c'était un profil un peu particulier, Lyndon Johnson. Et deuxièmement, on peut dire que c'était quand même l'homme d'Israël depuis les années 1948. Abraham Feinberg, qui était le financier, on va dire, du Parti démocrate à l'époque, c'était lui qui réunissait l'argent des Juifs influents en Amérique et d'Israël pour négocier, on va dire. Donc il y a toute une histoire entre Abraham Feinberg, Lyndon Johnson et Kennedy aussi. Kennedy, par exemple, raconte ou a dit à un ami que Feinberg lui avait proposé de l'argent en échange de sa politique au Moyen-Orient, c'est-à-dire tu me donnes ta politique au Moyen-Orient et donc, en fait, il y a de bonnes raisons de penser que Lyndon Johnson, effectivement, c'est Israël, c'est des hommes d'Israël qui ont forcé Kennedy à le prendre comme vice-président par le chantage. Kennedy était vulnérable à un certain type de chantage. Avec les femmes, notamment ? Oui, on pense. C'est l'hypothèse qui a été émise par sa secrétaire. Avec certaines blondes aussi, peut-être. Et donc, voilà, je pense que Lyndon Johnson, il était là pour ça, effectivement. Il était là pour remplacer Kennedy. Il a fait le job après, en tout cas. Il a totalement fait le job, ouais. Ce qui nous amène d'ailleurs, puisqu'en fait, il a aussi une différence entre Johnson et Kennedy sur la conquête spatiale. Oui, alors la conquête spatiale, c'est un autre dossier. Ouais. Bonne transition. Oui, merci. Merci. C'est bien son taf. Merci. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un énorme morceau de l'histoire américaine avec...
on va dire, un certain doute sur beaucoup d'éléments. Ouais, et là, il y a une différence entre Johnson et Kennedy, justement, sur la conquête spatiale. Oui, tu es bien renseigné, effectivement. Tu as dû lire mon article. J'ai publié un article, justement, dont je suis assez fier parce qu'il est sur le site. Mais je ne l'ai pas, je regarde juste les images. Moi. Dès qu'il y a à lire trop, moi je décroche. Je suis pas il est sur le site Aolis, qui est un très bon site sur la Lune, sur Apollo. Et donc en fait, si tu veux, avant même d'aborder la question est-ce qu'on y est allé ou pas, c'est intéressant de savoir que c'est Johnson qui était en charge de ce programme, dès le départ. Il avait, en fait, le vice-président aux États-Unis, comme vous savez, il n'a pas de rôle particulier, mais on peut lui confier des missions. Donc Johnson, on lui avait confié la mission. C'est pour ça que c'est à Houston, au Texas, parce qu'il en a fait profiter tous ses amis texans. Et c'est même Johnson qui a mis en place la NASA, qui a nommé le directeur de la NASA, qui était James Webb, etc. Donc c'était vraiment un programme de Johnson, mais effectivement, le public pensait que c'était un programme de Kennedy, parce que c'est Kennedy qui l'a annoncé. Probablement Kennedy y croyait. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on sait que Kennedy avait quand même un conseiller scientifique qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Wissner, je crois, qui lui n'y croyait pas, qui disait à Kennedy non, on ne pourra pas. Mais bon, Kennedy, semble-t-il, y a cru, mais on a, dès les années 61 et surtout en 63, on commence à avoir des enregistrements téléphoniques, ou des enregistrements plutôt de réunions avec le chef de la CIA, avec Johnson, où Kennedy commence à se dire ouais, vous êtes sûr que c'est possible, on ne peut pas juste envoyer un robot, ça commence à coûter un peu cher, moi finalement, j'y crois pas trop. Donc, on a cette information que Kennedy a commencé à en avoir marre en 63. On lui disait de plus en plus que peut-être que ça ne sera pas fait avant 70. Donc, Kennedy, à la limite, tu vois, ça l'aurait intéressé si ça avait pu avoir lieu sous sa présidence. Il est aussi dans cette logique-là, un petit peu. Donc, quand on a commencé à lui dire, bon, finalement, c'est un peu plus compliqué qu'on croyait, il a commencé à vouloir couper les fonds. Il faut aussi savoir, parce que ça c'est important, si tu veux, que même du point de vue de Kennedy, c'était presque explicite, mais pour le public c'était pas explicite, c'était que tout cet argent pour construire des fusées, c'était aussi pour construire des missiles, quoi. C'était un moyen détourné de financer le complexe. Ouais, le complexe militaro-industriel au profit de la conquête spatiale. Parce que quand on regarde les missions Apollo, on peut être frappé par la technologie incroyable des fusées gigantesques, tu vois. Ça, elles sont réelles, les fusées, tu vois. Il a fallu, et c'est la même chose, une fusée qu'un missile intercontinental. Un missile balistique, à l'époque, c'était ça, c'est la même chose. Même technologie, pareil. Par contre, tu regardes le module qui atterrit sur la Lune, tu te dis, là, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a, ce module ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce module ? C'est quoi le problème qu'il était recouvert de carton oui, voilà. et de papier aluminium. Le problème, c'est que le scotch était quand même pas très bien ficelé, tu vois. Ah oui, oui, et puis le problème, c'est que ça paraît un peu petit aussi pour sortir. Ouais, on a une trappe en enfin bon. Non, mais on plaisante ici, mais les auditeurs qui ne sont pas au courant, je pense que, à mon avis, une des meilleures choses pour se faire une idée, c'est effectivement de voir les photos en haute définition, les photos du module, de les regarder. Donc le module lunaire où étaient les deux astronautes. Celui qu'on voit en film s'éloigner de la Lune, c'est ça ? Il y a aussi ça, oui. Oui, moi j'ai toujours vraiment une pensée pour ce caméraman resté sur la Lune qui a suivi le module qui s'en va de la Lune, quoi, qui revient qui revient dans la fusée, c'est ça ? Non, mais il y a toujours une explication officielle. La caméra a été télécommandée depuis la Terre. Ouais, non, il y a trop d'impossibilités. Je sais pas, il n'y avait pas 6 minutes de décalage, non ? Oui, voilà, oui, aussi. Oui. Ah, dis donc, quelle précision. Ouais. Je vous rappelle que le président Nixon a téléphoné au gars qui était en direct sur la Lune. Ouais. Donc, tout ça. Je vous rappelle, quand même, à cette époque-là. Oui, qu'il a passé un appel de la Terre à la Lune. Oui, il est de son bureau ovale, au téléphone. Allô, Armstrong, voilà. Il y a une conversation en direct, à la télé, diffusée en direct à la télé. Et le décalage non, il n'y avait pas de décalage. Non, il n'y a pas de différé, comme on appelle. Pas remarqué. Ils étaient en duplex de la Lune, sans problème, en 69. C'est vrai que le dossier de la Lune, c'est bizarre, parce qu'il y a des gens qui pensent... Je connais, par exemple, des gens... Je parlais de Ron Hunz il y a quelques semaines, là, mais il croit qu'Israël a tué Kennedy, il croit qu'Israël a organisé le 11 septembre, mais la Lune, il pense qu'on y allait.
Alors que pour moi, c'est quand même le dossier qui est plus facilement débunkable. Ouais, je trouve que scientifiquement, et puis même historiquement, quand tu comprends le contexte de guerre froide, tu te dis bon, c'est logique. Le but c'était pas d'y aller, le but c'était de dire qu'on y était allé. Et puis sachant que les Russes avaient menti aussi, probablement un peu sur leur truc, tu vois, chacun se tenait avec ses. Ça paraît tellement logique, si tu veux, que le but c'était pas d'y aller. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la Lune? Ils ont planté le drapeau, ils ont ramené des cailloux. Tu vois, est-ce qu'ils ont fait des expériences au football aussi certains? Oui, un peu. Mais est-ce qu'ils ont fait des expériences? Est-ce qu'ils ont fait des expériences? Est-ce qu'ils ont observé les étoiles? Ça, il y a cette fameuse conférence de presse un mois. Ils boudent un peu les trois. Ouais, où ils font la gueule. Et on leur pose des questions, ils font la gueule. Et on leur dit et les étoiles, vous les avez vues? Les étoiles? Ah non, je ne me rappelle pas. Ça, c'est vraiment. C'est comique, quoi. Mais est-ce que depuis, on y est allé? Voilà. Ben non, on n'y est pas. C'est aussi un argument. Ça fait quand même maintenant plus de 60 ans que je me trompe pas. 56. Hein? Ouais. 56 oui, ans. Oui, voilà. Bientôt, ouais. Que si tu veux, c'est un peu comme si, imagine que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Ils reviennent, j'ai découvert l'Amérique. Il dit j'ai découvert l'Amérique, ok, bravo. Et 50 ans après, on n'y est toujours pas retourné, quoi. C'est un peu la même chose, si tu veux. Normalement, ça va très vite une fois qu'on a fait une découverte, une fois qu'on a. Surtout avec l'évolution technologique qu'on a, on aurait dû faire des choses formidables. On aurait dû y aller. Alors, on y est allé 6 fois quand même, c'est vrai. Bizarrement, pendant la présidence de Nixon, tu vois. Ça, c'est un élément assez perturbant. Là, je parle juste pour ma petite personne. Tu parles de turban, vas-y. C'est ça. Moi, j'ai souvenir de cette mission. Enfin voilà, on est allé en 69, le 21 juin 69 sur la Lune. Ils ont été les deux, l'autre il attendait, etc. Ils sont rentrés, voilà, fini. Et puis, il me semble rien avoir vu. Et en 2009, quand on a fêté les 40 ans on a été sur la Lune, tout à coup il y a eu un exposé partout avec les missions, les astronautes qui étaient allés. Comme si c'était un truc qui avait été créé après et qui était complètement nouveau. C'était très étonnant. Il me semble qu'avant, j'avais jamais rien vu. Peut-être que j'ai raté les épisodes. Et il me semble que c'est un élément plus récent que ce qu'on nous vend de l'époque. Ça, c'est une impression personnelle. Ça, c'est du récentisme. C'est du récentisme, dont on en parlait la dernière fois. Ouais, tu veux dire qu'on n'aurait pas seulement créé le récit à l'époque, mais on a continué à le créer après. Ça m'a fait cet effet avec ces. Il y a eu 6 missions en plus, c'est ça? Oui, 6 voilà. missions. Ouais. Et il y a eu 12 personnes qui sont allées, je crois. Voilà, comme ça, en 6 tout, fois 2, 12. Ouais. Et c'était un truc dont j'avais jamais entendu parler. Et tout d'un coup, il y a 15 ans, tout d'un coup, c'était partout. C'était le gros truc. Oui, bien sûr, c'était acquis entre 69 et 72. Il y a eu toutes ces missions. Et moi, ça me disait rien du tout. Alors. Je peux me tromper, mais c'était étonnant. Un truc qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a jamais eu le moindre. Enfin, s'il y a eu un tout petit pépin, un risque de pépin, mais enfin, ils sont tous revenus en bonne santé, impeccable, bien rasés et tout. Hein. Le seul mort qu'il y a eu, c'était sur Terre. Voilà, le seul mort qu'il y a eu, c'était avant donc la première mission, c'était ce fameux astronaute qui commençait à ouvrir sa gueule en disant on va jamais y arriver, ça va mal finir cette histoire. Et c'était un certain Gus Grimson, je crois, qui est mort calciné avec ses deux collègues dans l'espèce de cône là, comment on appelle ça, le module, c'est le module avec lequel ils reviennent, hein, c'est le module. Il y a le parachute là qui tombe dans la mer. Et alors ils faisaient un essai et puis ils avaient fermé à clé et ils ont commencé à crier. Et on a même la bande son on les entend hurler pendant 30 secondes. Voilà, calciné sur Terre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un cosmonaute qui visiblement jouait pas le jeu, enfin, tu vois, il n'avait pas bien lu les petites lignes. Astronaute. Un astronaute, qu'est-ce que j'ai dit? Cosmonaute. Ouais. Ça, c'est les soviétiques qui avaient des cosmonautes. Oui, et les Français, ils ont des spationautes. Exactement. Et alors, depuis, évidemment, aucun astronaute ou cosmonaute ou autre n'a jamais protesté. Donc, tu vois, le message est passé, tu vois. C'est assez typique quand même, tu vois, c'est une sorte de... C'est quand même assez... Après, les Indiens, ils y ont été, j'ai vu les vidéos. C'est impressionnant. Ah oui. Est-ce que vous avez regardé ça? Les Indiens? Les Indiens qui se posent sur la Lune. Non, j'ai pas vu. Ah là, va falloir le voir. Nous conseillons à tous nos auditeurs de regarder, je pense que c'est en ligne sur YouTube par exemple, de regarder la conquête spatiale par les Indiens. C'est du... Enfin, il faut le regarder, c'est pas traduisible. C'est les cow-boys déjà, moi je pensais que les Indiens de l'Inde. Moi je trouvais que les effets spéciaux des Power Rangers
Mais version japonaise, hein, pas version. Non, mais là, franchement, et je trouve que c'était un peu faible, mais là. Ouais. Il faut le voir. Voilà, on va dire que ça, il faut le regarder. C'est Space Invaders. Exactement. Pour les nuls. Incroyable. Sinon, il y a aussi le dessin animé japonais, là, où la princesse va dans la Lune. Hein, c'est leur moule. Ouais. Bref. Donc, on rappelle aussi que les films originaux qui ont été faits ont été perdus par la NASA aussi. Ah bah oui, ils ont perdu les films Ils ont aussi originaux. un peu mélangé les cailloux, parce qu'il y a un caillou qui vient de la Lune, on s'est aperçu que c'était un fossile, c'était du bois fossilisé, donc ils se sont un peu mélangés dans les cailloux. C'est au musée d'Amsterdam, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'ils offraient toujours. Et est-ce que ce canular, est-ce qu'il y a eu un film l'année dernière, Fly Me to the Moon, avec Scarlett Johansson. Ah. Et est-ce que ce canular pourrait un jour être éventé Est-ce que c'est déjà arrivé un canular de cette taille qui a été éventé oh non, mais on a raconté des bêtises. Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Je ne sais pas, j'ai pas d'équivalent, mais on peut imaginer plusieurs scénarios. On peut imaginer qu'un jour ou l'autre, comme on en parlait, ils disent mais évidemment qu'on n'y est pas allé. C'était la guerre, c'était pour la guerre froide. Absolument. Oui. Il pourrait très bien à un moment commencer à lâcher un peu des allusions. Et puis, sachant qu'il pourrait très bien se justifier en disant c'était la guerre froide, c'est comme ça qu'on l'a gagné, en mentant, en jouant au poker avec les Russes, donc voilà. Ça pourrait passer sans que les gens, fassent la révolution, quoi. Sans que les gens se disent on se fout vraiment de nous. Oui, quoi. sachant qu'on aurait droit à cette terrible réplique de la plupart des gens. On le savait. Non, mais mieux que ça, qui dirait et alors, ça change quoi? Oui, ça change quoi en fait? Ça change quand même, parce que c'est quand même symboliquement, aller sur la Lune, c'était quand même énorme. C'était un truc, ils ont planté le drapeau américain sur la Lune. C'était un truc, ça a fasciné le monde entier, tu vois. Ils ont roulé le monde entier avec ça. C'était quand même énorme. Ça a créé un prestige surnaturel. Les États-Unis sont devenus un pays surnaturel, tu vois. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Donc c'était quand même. Donc, le jour où le mensonge deviendra évident, que tout le monde aura compris, ça sera le jour où le prestige des États-Unis s'écroulera. Et ça va venir bientôt, probablement. Enfin, si c'est pas déjà venu, quoi. Qu'on en parle. Ouais. C'est-à-dire que ça, tu vois, c'est dans la logique. C'est l'empire du mensonge, tu vois. Poutine dit l'empire du mensonge, ça correspond à ça. Ouais, Poutine, c'est la casserole qui se fout du chaudron, non? Oui, certes. Mais si tu veux, l'empire du mensonge, les grands champions, c'est les Américains avec Apollo, tu vois. C'est imbattable, ça. Personne ne peut faire mieux. Bon, alors. Qu'est-ce que vous pensez dans cette affaire de la conquête spatiale, enfin de l'alunissage, de l'implication de Stanley Kubrick? Parce qu'il a beaucoup été question de ça. Ouais. J'ai un peu étudié le dossier. Il y a toutes les références, notamment dans Shining. Est-ce qu'on doit garder les yeux grands fermés? Voilà. Ouais, non, mais le dossier Kubrick est vachement intéressant, hein, mais ça fait partie pour moi typiquement du dossier où on n'arrive pas à une conclusion certaine. Mais c'est une hypothèse plausible que Kubrick a été mêlé. On lui a demandé d'aider pour la NASA pour les films. On lui a financé son film 2001, l'Odyssée de l'espace en échange. Il faut savoir que Kubrick, avant 2001, l'Odyssée de l'espace, il faisait du petit cinéma. C'était pas le même niveau quand même. Hein. Enfin non, c'était pas du cinéma de. Il n'avait pas les mêmes budgets. Oui, il n'avait pas les mêmes budgets. Et puis, effectivement, Barry Lyndon, c'est quand même un gros budget. Oui, voilà. Ouais. Alors bon, il y a aussi la rumeur de Barry Lyndon. Il a eu, ça c'est pas une rumeur, ça c'est vrai. La NASA lui a prêté des lentilles spéciales pour Barry Lyndon. Mais c'est vrai que l'argument principal, c'est The Shining, adaptation de Kubrick d'un roman de Stephen King. Dans lequel, si on regarde ce que Kubrick a changé par rapport au roman, il faut se concentrer sur ce qu'il a changé, on voit qu'il a passé un message qui n'était pas le message du livre. D'ailleurs, King, je crois, lui a fait un procès. Il n'a pas aimé ce que... A désavoué cette version. C'était où ce message? Eh bien, si tu veux, le message, on peut dire, c'est compliqué, hein, je vais résumer, mais l'idée, ça serait que le personnage principal, Jack Torrance, le Jack Nicholson, représente Kubrick, en quelque sorte,
Et le petit garçon représente quelque part le projet Apollo, c'est pour ça qu'il a ce pull-over avec Apollo 11, et il se lève, quand il se lève, on a Apollo 11 qui décolle, hein, ça c'est la scène culte du film pour ceux qui explorent cette hypothèse, hein, on a le jeune garçon qui a un pull-over avec Apollo tricoté, là, un pull-over tricoté à la main avec Apollo, puis dans une autre scène, il a d'ailleurs un autre pull-over avec Mickey. Donc voilà. Alors, il faut aussi connaître la manière de travailler de Kubrick. Kubrick, on sait que chaque détail, les gens qui, indépendamment de cette hypothèse, tout le monde sait qu'il laisse rien au hasard, quoi. Donc tout est minutieusement calculé. Et donc, si on part de cette hypothèse que Jack Torrance représente Kubrick, on cherche, par exemple, à comprendre le message qu'il écrit 100 000 fois sur la machine à écrire. Et on remarque que ça commence par all. C'était quoi le message? All play and no, all work and no play make Jack a dull boy, je crois. Et all, ça ressemble à A11, tu vois, parce que le L et le 1 sur la machine à écrire. Donc, enfin, bref, tu accumules un nombre d'indices, et il y en a d'autres. Je me souviens plus de mémoire. Et tu te dis, est-ce que Kubrick n'a pas essayé de faire une sorte de confession cryptée de son rôle dans... Moi, j'ai entendu un enregistrement apocryphe. Non, ça c'est faux. C'est faux, ça ? C'est bidon. Ouais, c'est bidon. Alors, il faut savoir que... Alors, beaucoup de gens tombent dans le panneau. Il faut savoir qu'il y a eu un documentaire fait, financé d'ailleurs par Arte, par un Français ou un Belge, je ne sais plus d'ailleurs, qui est un documenteur, c'est-à-dire il fait semblant de défendre la thèse... qu'on n'est pas allé sur la Lune et que Kubrick a été mêlé à la fabrication des films, mais il le fait en détournant des propos et puis en faisant apparaître un faux Stanley Kubrick. Et à la fin, il dit, voilà, je vous ai bien eu, en fait, tu vois, c'était pour démontrer que je peux vous faire avaler n'importe quoi et que tout ça, c'est des théories du complot débiles. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau et relaie, par exemple, cette fausse interview de Kubrick. C'est pas Kubrick qui parle, c'est... Voilà. Bon, enfin, ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a eu un effort pour, tu vois, pour piéger, en fait, ceux qui disent qu'on n'y est pas allé, pour pouvoir après leur dire, vous vous êtes fait avoir par un faux documentaire. Ouais. Donc les gens qui disent à ces complotistes, alors là... le 11 septembre, tout ça, on va en parler, j'imagine, mais tous ces complots-là, alors là, la Lune, le prochain complot, c'est la Terre est plate. Bah, alors, et creuse, non? Plate et creuse. Plate et creuse. Ah oui, il y a aussi la Terre est creuse. C'est un frisbee. Ah bah, selon Monty Python, elle est en forme de banane. Hein, ouais. Mais bon, et la Terre plate, alors, c'est la Terre plate, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un attrape-nigo pour montrer qu'en fait, les complotistes... Ouais, moi, je pense. Ouais. Je pense que typiquement... Alors, il y a peut-être des gens qui y croient. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui y croient. Mais typiquement, ça me semble être effectivement... une manière c'est de l'infiltration cognitive, c'est-à-dire on va introduire dans la complosphère là un truc délirant pour pouvoir justement ridiculiser ceux qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune en leur disant ah ouais mais puis la Terre est plate, c'est ça, voilà. Moi ça ressemble beaucoup à ce genre de méthode. Après, opposition contrôlée, tu vois, ça rejoint le concept d'opposition contrôlée ou opposition promue, c'est-à-dire il y a des gens qui y croient et puis on va avoir tendance à faire monter cette thèse dans les algorithmes pour que les gens... Pour mieux pouvoir la ridiculiser après. Ouais. C'est ce qu'on appelle le complot dans le complot. Ouais. C'est un concept qui a été mis en avant dans le livre Pax Dystopia, dont je vous conseille la lecture. Mais c'est même expliqué dans un article d'un certain Cass Sustein qui a conceptualisé l'infiltration cognitive. C'est-à-dire, il a expliqué pour neutraliser les dissidents là, qui diffusent il faut rentrer dans leur monde et les entraîner dans des délires. Tu vois. Donc il y a un article publié là-dessus par un gars qui s'appelle Cass Sustein. Donc il emploie ce terme, l'infiltration cognitive. Il y a même ce qui s'appelle le framework disarm, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est justement une volonté, je crois, qui a été développée par la CIA pour infiltrer des groupes de résistants ou de dissidents ou autres en instillant des faux conflits ou des fausses théories pour les discréditer derrière, en fait. Oui. Bah, ça paraît logique, hein, c'est la moindre des choses qui...
Et donc, dans le déroulé de l'histoire de l'Empire du mensonge, après Kennedy, la Lune et d'autres choses encore, il y a le fameux qui vous a permis d'entrer dans la connaissance de tout ça, le fameux 11 septembre. Alors là aussi, on a de nouveau, plusieurs éléments assez, on va dire, troublants, qui correspondent à rien. Enfin, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans la version dite officielle du 11 septembre. Et vous, à nouveau, là, quelque chose de judéo-centré, comme on l'a dit la dernière fois, vous avez il y a de nouveau une piste israélienne qui se détache de ce que vous avez pu étudier sur la question. Oui, oui, tout à fait. Et puis, aux États-Unis, tout comme pour Kennedy, ça devient aujourd'hui la thèse majoritaire. Alors, sur X en particulier, mais c'est vrai que sur X, on voit ce à quoi on est déjà abonné. Donc l'algorithme joue en votre faveur. Voilà, c'est ça. Donc, je ne pourrais pas m'avancer vraiment, mais tous les grands, podcasteurs, là, Joe Rogan, Candace Owens, et même Tucker Carlson, qui pourtant quand même est un peu en retrait par rapport à ce dossier-là, aujourd'hui se lâche. Pour plusieurs raisons. D'une part, je pense le dossier Israël est responsable du 11 septembre. Alors on va affiner après, mais en gros, est le responsable principal de cette opération sous fausse bannière du 11 septembre. Cette thèse-là, elle s'appuie sur un dossier extrêmement solide. Et puis en plus, aujourd'hui, quand on voit la manière dont Israël manipule les États-Unis, quand on voit la manière dont Israël se comporte, on est peut-être plus prêt à admettre qu'ils sont capables de ça, quoi, qu'ils sont capables de créer un événement traumatique de cette nature pour entraîner les États-Unis dans des guerres au profit d'Israël. Parce qu'on a le recul aussi depuis 2001, où on voit bien que l'Amérique, qu'est-ce qu'elle a fait depuis 2001 ? Elle a fait des guerres au profit d'Israël, quoi. Elle n'a pas fait de guerre, elle n'a rien obtenu, elle s'est ruinée moralement, elle s'est ruinée même économiquement, pour faire des guerres au Moyen-Orient, contre qui ? Exclusivement contre les ennemis d'Israël. Et la prochaine guerre, s'il y en a une, ça sera contre l'Iran, ça sera aussi au profit d'Israël, ça ne sera pas, des gens sérieux comme Mearsheimer, des géopolitologues l'ont écrit et le disent. Il est évident que la guerre en Irak n'a rien apporté aux États-Unis, n'avait aucun sens du point de vue des États-Unis, a été uniquement contre un ennemi. Les ennemis d'Israël, c'était Saddam Hussein, c'était Kadhafi, c'était la Syrie et c'est l'Iran. Voilà, puis il y en a quelques d'autres, le Yémen, etc. Donc quand on voit avec le recul ce qu'a produit indirectement le 11 septembre, parce que tout ça, c'est quand même le 11 septembre qui a déclenché ce siècle des guerres américaines au Moyen-Orient, quoi. On a déclaré la guerre. George Bush Jr. a dit soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. On part en guerre contre le terrorisme, c'est une guerre mondiale. Les règles de la guerre ne s'appliquent pas. Et quiconque abrite des terroristes sera la cible. Enfin, on est parti dans une... Et tout le monde a applaudi, les Américains ont applaudi parce qu'il y a eu un traumatisme, quoi. Le 11 septembre, ça a été un véritable traumatisme. Et c'est la théorie, la stratégie du chaos, hein. Tu traumatises les gens et après tu en fais ce que tu veux. Alors, donc il y a, comme pour Kennedy, il y a cui bono, à qui ça a profité ? À Israël. Et puis, il y a les acteurs principaux qui sont facilement identifiables comme des sionistes ou des crypto-sionistes ou des gens profondément impliqués dans le soutien à Israël, des amis de Netanyahou. On peut citer l'exemple le plus emblématique, c'est Larry Silverstein, qui est le propriétaire des 2 tours jumelles et de la tour 7, parce qu'il y a 3 tours qui se sont effondrées. Il en était propriétaire, il les avait rachetés 2 ou 3 mois avant le 11 septembre. Il les avait bien assurés pour pouvoir toucher un gros pactole après. Et c'est un ami de Netanyahou, il se téléphonait tous les dimanches. Ça, c'est dans Haaretz, hein, c'est la presse israélienne qui l'a révélé. Enfin, on ne va quand même pas l'accuser d'avoir été dans le coup, simplement parce que le jour où les tours se sont effondrées, la seule fois où il n'a pas pris son café à la terrasse dans la tour. Oui, ses enfants non plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il a de la chance, c'est pour ça qu'on l'appelle Lucky Larry. Lucky Larry, c'est son surnom maintenant. Et il a touché combien, lui ?
Alors, L'assurance, oui, parce qu'en plus, il a fait assurer les tours. Et puis, son assureur, qui est un certain Greenberg, qui est aussi, si vous voulez, il y a tout un noyau de New-Yorkais hyper riches. New York, c'est quand même la ville juive américaine. Hein. C'est là où les juifs les plus riches se trouvent. Donc, Greenberg, la famille Greenberg a assuré les tours, mais s'est arrangé pour la faire réassurer, c'est-à-dire pour n'avoir rien à débourser. Vous savez, les contrats d'assurance se revendent. Il y a aussi Frank Lowy qui était propriétaire, lui, non pas des tours, mais du complexe commercial en dessous. Et donc, on identifie, si vous voulez, à New York, une demi-douzaine de gens qui avaient les moyens, en fait, de tout contrôler dans les tours jumelles. Il y a aussi comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, mais qui dirigeait l'autorité du port, parce que les tours, en fait, appartenaient au port. Elles ont été, non pas vendues véritablement à Larry Silverstein, mais enfin, c'était un contrat un peu spécial. Mais tout ça, ça s'est fait entre copains, on va dire, d'un milieu sioniste très, très marqué, quoi. Très, très marqué, très likoud, pas seulement sioniste, hein, pas seulement israélien, mais très Netanyahou. C'est vraiment la bande à Netanyahou, parce que Netanyahou, il faut comprendre que Netanyahou, c'est un Américain, c'est un Israélien et Américain, c'est-à-dire qu'en fait, il a passé une grande partie, il a fait ses études aux États-Unis, il a passé une grande partie de ses débuts de carrière aux États-Unis, aux Nations Unies, et puis en tant qu'ambassadeur aux États-Unis, aux Nations Unies, je crois. Enfin bref, c'est un monde, donc il y a ce monde de la haute finance new-yorkaise qui est très liée à Netanyahou. Il y a en même temps les néoconservateurs, ce qu'on appelle les néoconservateurs, donc qui sont dominants dans l'administration Bush, au Pentagone avec Wolfowitz, au département d'État avec Colin Powell. Lui n'est pas un sioniste, mais enfin il était entouré de sionistes. Et donc, dans beaucoup de postes clés, on a ceux qu'on appelle encore les néoconservateurs. Et les Straussiens. Voilà, ou les Straussiens. Mais tout ça, c'est aujourd'hui, quand on dit les néoconservateurs, on met des guillemets parce qu'on sait ce que ça veut dire. Les néoconservateurs sont des crypto-sionistes. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est presque, ça va de soi, quoi. Mais ça ne se voyait pas forcément aussi nettement en 2001. Parce qu'ils sont là depuis les années 60. Le mouvement néoconservateur, l'histoire du mouvement néoconservateur est un peu compliquée, mais ils apparaissent en fait après Nixon. Tu veux, ils se font appeler, c'est eux-mêmes qui ont décidé en tout cas d'endosser l'étiquette néoconservateur parce qu'ils viennent de la gauche libérale et ils ont décidé à un moment de devenir conservateurs, mais non pas conservateurs. Ils ont pour en fait noyauter, en quelque sorte, prendre le contrôle du parti républicain. Donc ça a commencé sous Reagan. Bush senior les a un peu mis dehors, et puis après ils sont revenus. Mais Hugues parlait de Straussiens, en fait, ils sont inspirés par Léo Strauss. Oui, ouais, certains, pas tous. Ouais. Il y a Léo Strauss qui lui-même était inspiré par Machiavel, carrément. C'était un fan de Machiavel, c'était un grand admirateur de Machiavel, qui a écrit sur Machiavel. Alors Léo Strauss, oui. Il ne faut pas exagérer, à mon avis. Donc, il y a un petit noyau des néoconservateurs qui se considéraient comme des élèves et des disciples de Léo Strauss. Et Léo Strauss, c'est un dossier important à étudier. Et Léo Strauss, c'est un peu compliqué parce que Léo Strauss, on dit qu'il avait un discours exotérique, public dans ses livres, mais il avait son petit noyau de disciples à qui il avait un discours un peu différent. Mais on sait quand même une partie de son discours pour les intimes, parce qu'on a quand même une ou deux conférences enregistrées, et on voit qu'effectivement, il avait un côté sioniste un peu particulier, parce que c'était quelqu'un de pas ordinaire, hein, c'était quand même un intellectuel de haut niveau. Il avait, moi, ce que je dirais, une sorte de vision métationniste, c'est-à-dire qu'il considérait que Israël et la diaspora doivent existaient toutes les deux. Donc il était hostile à l'idée que tous les juifs doivent aller en Israël. Tu vois. Enfin, il avait une vision quand même un petit peu suprémaciste juif, quoi, pour son noyau de disciples. Donc voilà, bon, tout ça, ça sert à comprendre un peu la mentalité des néoconservateurs, ce que j'ai fait dans mon livre. Et pour comprendre le 11 septembre, il faut comprendre qui sont les néoconservateurs. Voilà. On peut rappeler le titre du livre ?
Alors là, bon, le premier livre que j'avais publié, c'était JFK 11 septembre, mais celui-là, il est épuisé. Et donc là, j'ai refait paraître aux éditions Contre-Culture un petit livre qui s'appelle Comprendre le 11 septembre. Donc, qui est un livre assez court, là, justement, dont l'intérêt, c'est que je condense, le dossier est vraiment condensé. Je vais à l'essentiel, je ne me perds pas dans des... Simplement pour qu'on se pose des questions, quoi. Oh non, pour y trouver des réponses aussi. Hein, Ouais. On met de toute façon en lien vers les livres de Laurent Guéhenno, ce sera sous le podcast. Ok. Il n'y a pas de souci. Dans l'aspect pragmatique du 11 septembre, vous avez parlé de la tour 7. C'est aussi un élément qu'on oublie un peu. C'est que c'est cette troisième tour qui est tombée 7 heures après les autres, à peu près, et qui a été annoncée tomber alors qu'elle était encore là, et qui est tombée comme ça par miracle des heures après. Et on dit qu'il y avait des documents secrets dans cette tour. Est-ce qu'on a les preuves de tout ça, ou bien c'est quoi cette tour? C'est un raté? C'est un truc d'après? On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un peu étrange aussi. On en parle, on dit toujours les deux tours, le 11 septembre. On oublie cette troisième tour qui s'est écroulée comme par magie des heures plus tard. Oui, oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi j'ai des profs d'anglais jusqu'à 3 ans là, et prof d'anglais, je travaillais donc sur le 11 septembre, c'est logique, et même sur Kennedy, et même sur la Lune, tu vois, avec des élèves de terminale ou autres, on travaillait sur ces dossiers, si tu veux. Donc, je montrais parfois un documentaire très court, très bien au niveau linguistique, c'était un cours parfait sur la tour 7. Et puis, évidemment, de manière très professionnelle, très, très neutre, voilà, faire un débat, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Je ne prenais pas parti, mais j'ai été quand même suspendu à cause de ça. Mais la tour 7, effectivement, je pense que beaucoup de nos auditeurs doivent le savoir. C'est ce qui est quand même un déclencheur pour moi. Ça a été le cas pour beaucoup de gens, je pense, quand on voit la tour 7 s'effondrer à la vitesse de la chute libre, de manière parfaitement verticale, sachant qu'elle n'a pas été touchée par un avion, sachant qu'il y avait peut-être un petit incendie, il y avait deux ou trois flammes qui sortaient d'une ou deux fenêtres. Je veux dire, c'est totalement invraisemblable. Et une fois qu'on a vu ça, on se dit non, il y a quelque chose dans l'histoire officielle qui ne colle pas. Et après, si on est curieux, moi c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Après, si on est curieux, on approfondit, on cherche à comprendre, et puis on va jusqu'au bout du dossier. Si on n'est pas curieux, on se dit, enfin après ça dépend des gens. Mais après, pour expliquer l'effondrement de la tour 7, effectivement, il n'y a pas de certitude. Il est probable qu'il y a eu un raté et qu'elle aurait dû s'effondrer au milieu du nuage de poussière et on ne l'aurait pas vu s'effondrer comme on l'a vu. Donc peut-être un câble qui était mal branché. En tout cas... Un troisième avion, peut-être qu'on n'a pas vu. Ouais, voilà. Bon, donc moi, c'est l'hypothèse. Je pense c'était parce que, comme tu dis, elle a été annoncée à la BBC. On a annoncé qu'elle s'effondre plus d'une demi-heure avant qu'elle s'effondre. Ça veut dire que quelqu'un a dit... Il y a des images. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un a dit alors elle s'effondre ou elle s'effondre pas. Ouais, ça arrive. Bon, d'accord. Ça sent vraiment, et surtout c'est typiquement une démolition contrôlée. Donc ça a été l'argument principal de l'association des architects, puis Architects and Engineers for 9/11 Truth, 3000 architectes et ingénieurs qui disent non, ça c'est une démolition contrôlée, ça ne peut pas être autre chose. Et démolition contrôlée, ça veut dire que ça a été câblé depuis des mois, voire... voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, il y a un mensonge. Plus rien ne colle. Et puis après, on se dit, tiens, les tours jumelles aussi. Les tours jumelles, alors elles ne s'effondrent pas, elles explosent étage par étage. Et ça, c'est totalement aussi inexplicable. Oui, on voit l'explosion. Ouais. Mais quand on dit qu'il y avait des documents sensibles dans la tour 7, c'est vérifié, ça? Alors, il y avait des bureaux de la CIA, il y avait des bureaux... Ça, c'est une hypothèse que je n'ai pas creusée, parce qu'on arrive... Enfin, j'ai un peu essayé, mais on n'arrive pas à des certitudes. Il est possible qu'il fallait qu'elle s'écroule. On a profité, voilà, parce qu'effectivement, il fallait faire disparaître des choses. Il y avait le dossier Enron, il y avait des dossiers très très lourds. Il y avait des bureaux de l'administration fiscale, des bureaux de... Donc c'est possible, mais j'ai pas... Comme dans l'aile du Pentagone qui a reçu le missile, l'avion. Non, mais heureusement qu'on a retrouvé un des passeports des terroristes.
Ah ben ouais. qui était intact. Ça, c'est bien, parce que sinon, Oui. ça aurait vraiment été compliqué. C'est terroriste 901, tu dois venir avec tes papiers, sinon c'est pas bien. Ouais, c'est Ce que tu apprends quand tu es c'est terroriste. un des règles dans les 10 commandements du terrorisme. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a ça. Et que penser du... Il y a une thèse qui dit qu'il n'y a pas eu d'avion du tout. Vous en pensez quoi? Alors dans mon livre, je ne prends pas parti absolument sur cette thèse. Il y a, comme dans mon livre, j'essaye de laisser ouvert un certain nombre de questions techniques qui, à mon avis, ne sont pas totalement résolues. Donc moi, j'avance mon opinion, mais je présente, j'explique, et ça fait débat. Donc il y a sur la nature des explosifs qui ont fait exploser les tours jumelles, il y a débat. Est-ce que c'est du nucléaire? Est-ce que c'est... Et puis sur les avions, il y a un débat aussi. Alors sur le Pentagone, est-ce qu'il y a avion ou pas avion? En général, tout le monde est d'accord, mais enfin pas tout le monde. Beaucoup de gens disent non, il n'y a pas d'avion. On ne voit pas d'avion, pas de traces d'avion. Enfin, bref. Sur les tours jumelles, alors il y a l'avion de Shanksville aussi qui disparaît. Il y a un trou, puisqu'il y a un des quatrième avion. quatrième avion qui... Oui, c'est la première fois dans l'histoire de l'aviation qu'il y a un avion qui s'écrase et qu'il vraiment il est pulvérisé et il rentre dans le sol. Ouais, alors on ne sait pas, pulvérisé, ou alors apparemment il est rentré complètement dans le sol. C'est ça. Il est encore dessous là. Il est encore dans le sol. Oui. Ouais. Ça, c'est vraiment Avec la première avec fois les dans ailes. l'histoire C'est des peut-être un accidents. avion gonflable. Avec les ailes et tout. Ouais. Voilà, donc quand on regarde le trou béant, et puis quand on écoute les gens, il y a même le maire de Shanksville qui est dans le film qu'on a fait là avec RTV. On l'entend parler, il dit moi j'étais sur les lieux juste après, on m'avait dit qu'il y a un avion qui s'est écrasé, j'ai regardé, j'ai pas vu d'avion, j'ai juste vu un trou. Alors c'est bizarre, on dirait que l'avion il s'est évaporé, pouf. Alors, on entend dire des trucs comme ça. Évaporé, Ouais, évaporé. c'est le mot. Mais où sont tous les gens qui étaient dans les avions? Les listes des passagers, ça fait quand même beaucoup de monde, quoi. Là encore, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas de certitude, mais il est probable que les listes de passagers étaient factices. Mais il y a débat sur ces questions-là. Il y a débat, si tu veux. Donc c'est une des questions. Les avions, sur le nombre de morts, sur réel, il y a encore des incertitudes techniques. On n'a Sur pas comment ils ont fait, en fait. On n'a pas retrouvé des passagers comme pour la navette Challenger qui a explosé? Alors, de mémoire, parce que là, le dossier, moi, je l'ai un peu refermé depuis il y a quelques temps, mais non, il y a beaucoup de mystères sur les passagers. Si vous voulez, aussi logiquement, on peut prendre le problème dans ce bout-là. Imaginez que vous vouliez faire un coup comme ça. D'accord? Vous vouliez faire un attentat contre les tours jumelles et que les tours jumelles elles explosent après, et puis à la télé les gens voient ça pendant une semaine, et puis après allons-y, partons en guerre contre l'Afghanistan et l'Irak. Vous voulez faire ça. Vous avez le choix. Soit vous arrangez pour qu'il y ait des avions qui percutent les tours jumelles, savoir que c'est quand même de la haute précision. Il y a même le président égyptien là, qui s'est fait dégommer peu après, il disait moi je suis pilote de ligne, ça je sais que c'est pas possible. On ne peut pas viser à cette vitesse. Bon. Donc, il est beaucoup plus logique de penser. Et puis, en plus, ça fait beaucoup de morts, les passagers, tout ça. Bon, enfin, si on imagine qu'il y a eu vraiment des avions de ligne avec une centaine de passagers qui a percuté on se heurte à beaucoup de problèmes. D'abord, l'avion, il pénètre entièrement dans la tour. Et on a cette fameuse interview même de Donald Trump le jour même du 11 septembre, l'après-midi. On n'avait pas encore informé qu'il ne fallait pas dire ça sûrement. Et il a dit, écoutez, moi je suis architecte, les tours jumelles je les connais bien, c'est impossible que des avions pénètrent dans la tour jumelle. Donc, il dit, la seule explication que je vois, c'est qu'il y a eu une explosion simultanée. En d'autres termes, on a fait un trou pour que l'avion se glisse dedans, tu vois. Ce qui est aussi délirant, mais ce n'était pas pour lui une manière de dire c'est inexplicable. L'avion qui pénètre entièrement dans la tour, un avion, c'est de la tôle d'aluminium très léger. Donc voilà, enfin bref. Il y a cette impossibilité matérielle pour des avions de disparaître comme on les voit disparaître dans les images. C'est pour ça qu'il y a des hypothèses sur est-ce que ces images sont des images de synthèse, est-ce qu'il y a même l'hypothèse hologramme. Et là encore, moi, je ne me prononce pas de manière définitive parce que je considère que le dossier n'est pas encore clos, mais j'évoque un peu les différentes
les différentes pistes. C'est intéressant, hein, c'est riche, hein, et il y a des gens qui approfondissent beaucoup. Hein, mais il y a des hypothèses farfelues, il y a aussi... Les armes à énergie dirigée. Voilà, exactement, par exemple. Parce qu'il y en a qui ont vu des tôles qui étaient fondues, du béton, enfin, c'était pas très catholique, de la poussière aussi, je crois. Ah ben, il y a de la poussière, oui. Alors il y a cette thèse, par exemple, que j'entends à chaque fois. Je suis sûr que, oui, on me rappelle ça. Et Judy Wood, c'est une savante qui s'appelle Judy Wood, qui est physicienne, qui a lancé cette hypothèse. Judy Wood. Ah, Judy Wood. Oui. Elle dit c'est des armes des armes à énergie dirigée. Ah oui, c'est quoi des armes à énergie dirigée? On ne sait pas, mais ça existe. La preuve, ça ne peut être que ça. Ce sont les mêmes qui ont été utilisés à Hawaï, par exemple. Ouais, donc, alors des armes à énergie dirigée, ça existe, hein, des armes à micro-ondes ou laser, mais bon, ça fait pas, ça désintègre pas des tours en acier, quoi. Donc pour moi, cette piste-là, c'est encore une arnaque. En écoutant Judy Wood, parce que j'ai passé pas mal de temps à essayer de l'écouter, on m'a dit si, écoute, j'ai tout écouté. J'ai l'impression qu'elle croit pas à ce qu'elle dit, quoi. Et ça me paraît délirant. Mais encore une fois, je mentionne cette thèse dans mon livre en exprimant mon opinion, parce que ça fait partie des thèses qui circulent. Si vous voulez, la question, c'est l'arme du crime. On aimerait bien avoir l'arme du crime. Comment ont-ils fait? On arrive assez facilement à identifier le criminel, son profil, hein, sioniste, mais l'arme du crime, on aimerait bien savoir, tu vois, ça aiderait quand même, en général, ça aide à résoudre une enquête. Et là, on n'a pas vraiment l'arme du crime. C'est-à-dire, on ne sait pas quel genre d'explosif. Moi, je penche pour la thèse nucléaire, ce qui d'ailleurs nous ramène un peu à Kennedy, parce que le nucléaire, on sait qu'Israël en a beaucoup. Et on sait même, par Seymour Hersh, qu'ils se sont un peu spécialisés dans le mini-nucléaire, dans les bombes de poche, quoi. Donc moi, ça me paraît la piste la plus... la technologie la plus plausible pour... mais bon, il y a débat, quoi. Mais dans tous les cas, quand on vous écoute, que ce soit Kennedy, la Lune ou le 11 septembre, il y a toujours plus de questions que de réponses, finalement. Oui. Ça reste comme ça. Oui, pour l'instant, il y a toujours plus. Mais il y a quand même beaucoup de réponses, parce que il y a quand même suffisamment de réponses sur ces deux dossiers-là. Plus sur le 11 septembre. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé par le 11 septembre, et assez vite, j'ai vu que c'était Israël. Et après seulement, je suis revenu à Kennedy, auquel je m'étais intéressé entre-temps, pour me dire, tiens, et au fait, Kennedy, il n'y a pas un peu Israël? Donc, parce que c'est quand même plus évident dans le cas du 11 septembre. Pour les raisons que j'ai dit, c'est-à-dire que l'Amérique est partie, est devenue l'esclave d'Israël aujourd'hui. La politique étrangère américaine est israélienne, tu vois, et le niveau de contrôle de l'appareil politique américain par Israël est devenu presque comique quand on voit Netanyahou débarquer au Congrès et puis tout le monde applaudir 50 fois. Sans même le laisser finir ses phrases, on se dit c'est hallucinant, quoi. Et ça se dit sur la place publique que tous les députés, sénateurs sont achetés. On ne peut pas faire de carrière politique sans passer par les PAC, de toute manière. Ouais, alors il y a quelques exceptions. Il y a Massy, là, comment il s'appelle? Ouais, il y a quelques courageux, mais en général, ils ne durent pas très longtemps, quoi. Donc le niveau de contrôle de l'Amérique par Israël est absolument terrible. Et voilà, le 11 septembre a été une étape, un moyen de contrôle. Mais il reste beaucoup de mystères, ne serait-ce que par exemple que pourquoi d'autres pays ne réclament pas une enquête internationale, tu vois, pourquoi la Russie ne s'est pas, manifestée. Elle s'est manifestée sur la Lune, tiens, bizarrement. Oui, on a eu quelques déclarations quasi officielles en disant on voudrait une enquête internationale pour comprendre pourquoi la NASA a perdu les bandes magnétiques, par exemple. Tu vois. Mais sur le 11 septembre, il y a des émissions en Russie. Même Thierry Messant a été invité en Russie. Il y a des émissions publiques, mais il n'y a pas de mise en accusation publique, comme l'a fait par exemple Kadhafi. Tu vois. Kadhafi, aux Nations Unies, a déclaré qu'Israël avait tué Kennedy, quoi, tu vois, à l'Assemblée générale des Nations Unies.
tu vois ce qui lui est arrivé après, quoi. Donc, on n'a pas ça de la part de, tu vois, de la part. On l'a eu quand même de la part de l'Iranien là, Ahmadinejad. Ahmadinejad, hein. Il a fait une allusion à l'Assemblée générale des Nations Unies dans ce sens-là. Et puis. On a vu les Chinois aussi, je pense que c'était un. Ouais, il y a un ministre chinois qui. Avec le même, ce que nous pensons que vous faisiez, Ouais, etc. ouais. Ça, c'est le ministre, c'est un ministre chinois des Affaires étrangères, je crois, ou pas le ministre, je crois, un sous-ministre. Oui, en Chine, je pense que ça va peut-être venir plutôt de la Chine, d'ailleurs. Ouais. Parce que la Chine, probablement, puisqu'ils sont en guerre, quoi. Ils sont en guerre, et puis ils ont un franc-parler peut-être plus libre que les Russes par rapport à Israël. Et puis, ils sont dans un discours politique de vérité. Moi, je pense qu'on va voir beaucoup de... Ça va évoluer. Hein. Je pense, j'espère que ces dossiers-là vont finir sur la table d'une commission des Nations Unies ou autre, hein, un jour ou l'autre. Mais justement, pour conclure, comme vous avez étudié toute cette histoire de ce pays qui est l'empire du mensonge, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Mais surtout, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Trump aux manettes maintenant? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça vous paraît un avenir un peu différent? Est-ce qu'il va participer à ces révélations, ou est-ce qu'on est quand même parti encore pour un temps de secret et de manipulation? Sur Trump, moi, je fais plutôt partie des sceptiques par rapport à une certaine Trumpophilie assez répandue en France. Mais je suis passé par, j'ai essayé d'y croire, j'ai essayé de, tu vois. Mais j'ai vu déjà depuis très longtemps des dossiers sur Trump par exemple, que Trump, en fait, sa fortune ne lui appartient pas, il ne s'appartient pas, quoi. Et par rapport à Israël, je pense qu'il y a maintenant, on doit quand même comprendre que il donnera tout à Israël. Il est bien entouré, en tout cas. Il est bien entouré. Autour de lui. Ouais. Et puis même il y a des sujets sur Trump où il dit des choses, il fait le contraire, mais là, il dit et il fait pour Israël, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de fausse note dans son soutien affiché, dans ses paroles pour Israël et dans son action en faveur d'Israël, puisque le cessez-le-feu, là, c'était une grosse farce, finalement. Là. Il a réussi à... Enfin, là, il fait rien, quoi. Le cessez-le-feu, c'est fini. Et Israël, et j'ai pas entendu de condamnation de la part de Trump. De toute manière, Trump fait partie on disait que les politiciens sont achetés par les PAC. Trump, c'est le champion du monde, hein, au niveau de l'argent qu'il a reçu des donateurs, des Adelson, du couple Adelson, là, qui sont les plus gros financiers des élections américaines. Donc moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de Trump, mais je pense qu'il y a... Je pense que il est très aimé de Netanyahou et de ce genre de sionistes. D'ailleurs, Netanyahou a toujours dit qu'il adorait Trump, hein, qu'il était très content de... Et je pense que... Du point de vue ouais. Là, je ne sais pas, on verra, mais Trump, moi, je n'ai pas beaucoup d'illusions, quoi. Sur quoi que ce soit, d'ailleurs, même sur les révélations, j'attends rien de... Le dossier Epstein, ça y est, c'est fini, on ne saura rien. Le dossier Kennedy, il y a quelques miettes, mais c'est négligeable. Donc, aussi bien là-dessus que sur le reste, j'ai aucune illusion. Ça ne fera pas avancer ce genre de dossier. Très bien. Eh bien, Laurent Guyénon, merci pour cet entretien. Eh bien, merci à vous. Et pour vous faire une idée plus précise, on mettra les liens qui vous renverront au livre de Laurent Guyénon sur les Kennedy, le 11 septembre. Et les films aussi. Hein. Il y a un film sur le 11 septembre. C'est le 11 septembre et le grand jeu israélien. Mm-hmm. Et un film sur les Kennedy qui est Israël et les assassinats des frères Kennedy. Ils sont en ligne, on les trouve, ils sont bien. On les mettra en lien alors. Ça vous pourrez vous faire une idée par vous-même, puisque l'idée de ces émissions, c'est de vous faire découvrir des choses et par vous-même de synthétiser, d'avoir votre avis. Voilà. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de parler de nous, de commenter, liker, partager. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Monde d'à peu près. Au revoir.